คนไทย ça signifie les hommes libres. Donc, au travail, vous pouvez trouver certains Thaïlandais qui se mettent très très à l'aise, sabai comme on a dit. Il y en a qui se maquillent, qui téléphonent et même qui discutent. Tout ça, c'est parce que la Thaïlande est un pays assez facile à vivre. Même si on n'est pas riche, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on peut vivre assez bien. La Thaïlande reste pour moi le pays le plus déroutant de l'Asie du Sud-Est parce qu'il est très difficile à cerner. C'est un effort de longue haleine. Les réponses qu'on avait sur un certain nombre de questions ne sont plus valables. Donc, ça veut dire qu'il faut tout remettre à plat, pratiquement, pour repartir sur quelque chose qui est différent. À la fin du XIIIe siècle, les armées mongoles de Kubilai Khan précipitèrent le déclin des royaumes indianisés, birmans et khmers de la péninsule indo-chinoise. Les chefs thaïs quittèrent le sud de la Chine et en profitèrent habilement pour prendre le contrôle de l'actuelle Laos et Thaïlande où résidaient déjà des Thaïs très minoritaires. Ils imposèrent aux locaux une société aristocratique basée sur la langue thaï, sur le bouddhisme Theravada et sur un système de quadrillage extrêmement policé emprunté aux Mongols. Avec le temps, les Thaïs devinrent les plus nombreux, avec l'apport de nouveaux colons, et ils furent aussi profondément influencés par les riches cultures qui les avaient précédés. En noyautant les populations locales, ils les assimilèrent, mais ils intégrèrent aussi une bonne part de leur culture. Ils furent en particulier obligés de reprendre les rites et l'idéologie des royaumes qu'ils avaient défaits, faute de pouvoir prouver leur légitimité. La culture thaï est un tissu de paradoxes qui est le fruit de cette double acculturation, et qui trouve aujourd'hui son prolongement dans le métissage avec les colons chinois, dont l'immigration a été encouragée de longue date. Quant au rapport avec les Occidentaux, ils ont montré un pouvoir thaï sûr de sa puissance, naviguant avec habileté entre les appétits occidentaux, allant jusqu'à leur céder 40% de son territoire pour que jamais la Thaïlande ne soit colonisée. Les Chinois, eux, ont quand même fondamentalement cet intérêt du gain. Ils savent faire de l'argent, ce que leur reprochent d'ailleurs les Thaïs, qui les trouvent carrément âpres au gain. Par contre, les Chinois ont un certain mépris pour les Thaïs qu'ils trouvent paresseux et pas sérieux. Et c'est vrai qu'on n'a pas du tout le même rythme de travail d'un côté et de l'autre. Alors, il faut savoir que dans les affaires, on rencontre essentiellement des Chinois et des Chinoises. Le Krenjai, c'est faire en sorte que la personne que j'ennuie pas la personne qui est en face de moi. Donc, et c'est ça, c'est la valeur suprême. Donc quel que soit le problème que j'ai à traiter avec lui, avant tout, je ne vais pas l'embêter, quoi. Le Namjai, c'est l'eau qui coule, c'est la générosité, le bonheur, faire du bien à l'autre. Ben, apparemment, ils ont une tendance naturelle dans le pays à faire du bien à l'autre. Le Enjai, c'est avoir la capacité de voir dans le cœur de l'autre. Parce que si on voit dans le cœur de l'autre, on va savoir exactement comment ce qu'il faut lui dire, comment il faut réagir vis-à-vis de lui. Donc ça, c'est super important. Donc toutes ces valeurs-là qui sont toujours avec le mot jai, parce que le thaï, c'est le langage, c'est le langage du cœur. Ils parlent avec leur cœur, ils ne parlent pas avec leur raison. Ça n'est pas notre logique cartésienne. Je crois que c'est le premier des problèmes que l'on a quand on arrive en Thaïlande. Moi j'ai épousé un Thaï, donc je dirais je suis bien placée pour le dire. Quand je pense blanc et que je dis blanc, il me reproche de n'être pas direct. Pourquoi ? Parce que lorsqu'un Thaï pense blanc, il dira noir, en s'attendant bien évidemment à ce que son interlocuteur puisse décoder. Alors évidemment, si vous pensez blanc et que vous dites blanc, vous n'êtes pas direct. Ça, en ce qui concerne les Thaïs, c'est clair et net. Dans le système thaï, les choses ne sont pas toujours très claires. Et puis, ils ont l'habitude de vivre dans un système comme ça. Donc nous, si on passe notre temps à vouloir être cartésien et à lever toute ambiguïté, bah, c'est très très fatigant, c'est pas du tout efficace et ça ne marche pas. Thaï นี่รักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดเนื้อเพลงท่อนนี้ของเพลงชาติไทยนะคะก็จะแสดงถึงความเป็นไทยได้เป็นอย่างดีคนไทยเป็นชนชาติที่รักสงบรักสันติภาพเพราะว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธ
แล้วเราก็ได้รับการสั่งสอนมาในแบบนี้ให้สงบสุขุมเพราะว่าแสดงถึงความมีวัฒนธรรมแต่ในขณะเดียวกันคนไทยก็จะไม่ยอมให้ใครมารบหลู่วัฒนธรรมของตนแล้วก็ประเทศของตัวเองคนไทยในแต่ละภูมิภาคก็จะมีนิสัยที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นคนทางภาคเหนือก็จะมีนิสัยอ่อนโยนทำอะไรช้าประณีตคนภาคอีสานก็จะเป็นคนที่สนุกสนานร่าเริงชอบงานรื่นเริงต่างๆแล้วก็มีความขยันอดทนนะคะคนในภาคกลางก็จะมีการศึกษาดีมีความเรียบร้อยสงบส่วนคนในภาคใต้ก็จะมีความจริงใจแสดงออกแล้วก็กล้าหาญ Où qu'on soit, dans Bangkok, partout, même dans les bureaux, quoi. Dans les bureaux, ça discute, c'est bruyant. Ils vivent dans le bruit en permanence. Mais par contre, il ne faut jamais élever la voix avec eux, si vous voulez être compris, quoi. Ils ne vont pas dire ce qui se passe parce que d'abord, ils ne veulent pas nous déranger, puis ils n'ont peut-être pas trouvé la façon de le dire, ou parce qu'ils ne parlent pas assez bien anglais. C'est très vrai que les Thaïlandais, on ne montre pas l'émotion dans le lieu public. C'est-à-dire, même si on se fâche, on est énervé, on essaie d'être calme. Comme avec le visage, tout comme ça. Tout pareil, on ne change pas beaucoup. Et là, c'est considéré comme la difficulté chez les Français de voir comment on pense, comment on réfléchit. Le jeune enfant à l'école apprend surtout à écouter et il ne pose pas de questions, mais il doit réfléchir. Et s'il ne comprend pas, il doit essayer de comprendre avant de poser la question. C'était l'usage traditionnel. Lorsqu'il devient adulte, il garde un peu cette attitude, sauf bien sûr s'il est déjà très habitué aux Occidentaux. Et il a tendance à écouter beaucoup et à ne poser les questions que lorsqu'il a bien réfléchi et presque comme en s'excusant de devoir poser la question. On est appris à rester calme, rester zen et de ne pas réfléchir, de vider la tête des fois, on peut dire. C'est une sorte de méditation. Voilà. Les petits Thaïlandais apprenaient donc les trois valeurs, c'est-à-dire le roi, la patrie, la religion et la patrie. Tout Thaï est né bouddhiste, est né royaliste. Tout ce qui concerne le roi et la famille royale est entre guillemets sacré. On ne critique pas, on ne critique pas le roi ni la famille royale. On a toute une, enfin, c'est plus que le respect, c'est une adoration. On a tendance très souvent à s'arrêter à cette première image du Thaïlandais et à les trouver charmants. Et quand on apprend à les connaître, on s'aperçoit que ce sont des êtres qui sont extrêmement tourmentés. Il y a bien sûr l'influence du bouddhisme qui fait qu'il y a une sérénité qui existe en Thaïlande qu'on aimerait beaucoup avoir ici en France. Cette sérénité qui fait qu'on accepte là-bas beaucoup de choses parce que ça fait partie du karma de chacun, parce que c'est la vie de tous les jours. On vit au jour le jour, c'est pour survivre. C'est pas... C'est ça. Et dans la tête, avec le visage tout neutre comme ça, des fois, il n'y a rien qui se passe dedans. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas exprimer, mais c'est parce qu'on n'a rien à exprimer.
Les jeunes Thaïlandais souhaitent de plus en plus connaître le monde extérieur. Les voyages et les échanges leur permettent d'évoluer. C'est une nouvelle génération qui est beaucoup plus ouverte et plus créative. Ils sont en train de créer la nouvelle image de la Thaïlande, plus moderne, plus libre, en unissant la tradition et la modernité. Dans le cas des bouddhistes Lao ou Thaï, nous écoutons et nous observons plus que nous jugeons. C'est-à-dire l'aspect intellectuel, la réflexion devient secondaire. Toute forme d'idéologie et de religion contient des jugements. Ce qui n'est pas de la nature de la spiritualité. Ce qui pourrait constituer les interdits dans une religion ne sont que des recommandations pour éviter, pour permettre la vie, le développement de la spiritualité et réduire également la souffrance. Le bouddhisme s'adapte à tous les niveaux spirituels. Au plus bas niveau, vous pouvez respecter les 5 préceptes. Ce sont des préceptes qui sont les mêmes que dans toutes les grandes religions. Ne pas mentir, ne pas voler, etc. Mais dans le cas du bouddhisme, le précepte le plus important, c'est ne pas tuer. Ne tuer aucune espèce d'existence, parce que l'animal, comme l'homme ou l'insecte, aspire à la spiritualité et à la libération de la souffrance. Et les Thaïs ou les Lao boivent beaucoup d'alcool et de bière, et cela ne les empêche pas d'être bouddhistes. Pour autant, ils peuvent faire mieux à tout instant s'ils le veulent, et demander plus de préceptes à respecter. Mais il faut comprendre que ces préceptes ne sont que des garde-fous. Il n'y a pas de péché mortel. D'abord, la vie consiste en plusieurs vies, et cette succession de vies nous permet justement de réduire l'ego. De réduire l'ego, ça prend beaucoup de temps, et il faut, pour le commun des mortels, un très grand nombre de vies avant de pouvoir atteindre cette perfection. De ce fait, tout est dans le progrès et tout est dans la tolérance. Bien sûr, on a des enfants et une famille, on s'en occupe, mais le but premier, c'est quand même de conquérir le nirvana pour soi. Donc les autres, c'est vraiment pas une préoccupation primordiale. Là encore, dans le bouddhisme, on ne doit pas se culpabiliser, car la culpabilisation est une façon de tourner la clé à double tour. Et on se condamne soi-même à ce moment-là à l'immobilité, et alors que la vie est constituée d'énergie. Dans ce cas-là, il s'agit d'énergie spirituelle. Et cette énergie est d'ordre cosmique, ne peut pas être enfermée. Si on empêche cette énergie de fonctionner, de circuler, cela produira un blocage psychologique et très probablement des problèmes physiques, c'est-à-dire des maladies parfois très graves. แล้วเมื่อกล่าวถึงคนฝรั่งเศสนะคะคนไทยก็จะมองว่าคนฝรั่งเศสเป็นคนที่โรแมนติกเป็นปัญญาชนมีความหรูหราอลังการแล้วก็มีวัฒนธรรมเพราะว่าได้ยินชื่อของนักคิดนักเขียนมากมายอย่างเช่นวิกตอร์ฮิวโกหรือว่าจะเป็นเอมิล โซล่า รูโซ วอลแตร์คนไทยชื่นชอบชาวต่างชาติเป็นอย่างมากแต่ว่าก็ต้องเป็นชาวต่างชาติที่ชื่นชมเมืองไทย Si je dis que les Français sont romantiques, c'est le point de vue
des Thaïlandais, bien des Thaïlandaises, dans la vie amoureuse. En fait, l'idée que les Français sont romantiques vient d'un lien. C'est l'image, c'est comme les médias, les films. Les Thaïlandais aiment aussi les Français pour le côté art de vie. Les Français savent apprécier la vie, les Français sont doux. Les Français sont fantaisistes, hein, sont toujours un peu blagueurs. Ça, c'est. Mais enfin, ça correspond aussi à un des caractères de Thaï. Les Thaïs adorent s'amuser, adorent blaguer, adorent manger. Donc il y a beaucoup de points communs entre les Français et les Thaïs. Ils sont épicuriens. Certains Français ont tendance à vivre entre eux, comme un noyau. Ils communiquent avec les Thaïlandais, mais superficiellement, parce que je ne sais pas, parce que peut-être les Français sentent qu'ils sont supérieurs aux autres. D'après moi, je trouve que les Français se croient supérieurs, et puis ils ont un esprit critique. Ça, c'est très fort chez les Français, mais c'est pas péjoratif, je veux dire, parce que c'est une autre façon de penser et de voir des choses. Les Français expriment fortement et instantanément leurs sentiments. Ils sont très francs, très expansifs, même si leur entourage n'aime pas trop ce qu'ils disent. Et ils raisonnent par logique plutôt que par sentiment. Globalement, si nous restons un objet de curiosité, parce qu'on a la peau blanche, parce qu'on est poilu, ça les fait beaucoup rire. Il faut se dire que derrière le sourire thaï et ce charme siamois auquel on est forcément sensible quand on met les pieds la première fois en Thaïlande, nous leur sommes complètement indifférents, mais à un point difficilement imaginable. Les Thaïs sont extrêmement individualistes, il n'y a pas de plus beau pays que la Thaïlande, seule la nourriture thaïlandaise vaut la peine. Les Thaïs qui arrivent en France a du mal à s'adapter donc à la nourriture. Pour les Thaïs, les Français, ils arrivent tous de Paris. Alors Paris, c'est une ville magique. On ne connaît pas trop justement cette expertise de la France dont nous sommes tellement fiers. Là-bas, ça ne correspond absolument à rien. On connaît les Japonais, on connaît les Américains, on connaît tous les produits dont ils sont inondés par ce biais-là, que ce soit des produits de grande consommation ou autre chose, mais la France, très très peu. Les Français ne cessent pas à montrer l'émotion, même si c'est fort. Des fois, les Français crient au lieu de travail, ce qui n'est pas acceptable dans le bureau des Thaïlandais. Des fois, il faut prendre des mois, des fois, il faut prendre des années pour que les Français réussissent à garder leurs émotions à l'intérieur. Élever la voix pour eux, c'est montrer qu'on est fâché. À partir de ce moment-là, ils ne pensent qu'à ça. Donc de toute façon, ils ne sont pas à l'écoute de ce que vous allez dire. Si je dois donner quelques conseils pour un bon ami qui doit partir en France, je vais conseiller de rester calme quand il voit des Français crier. Parce que c'est tout à fait normal. Parce que les Français sont expansifs. Lorsqu'un bouddhisme est en rapport avec un occidental, il lui voit certains défauts, bien que la règle est la tolérance. Ce qui le gêne
c'est d'abord le fait que les Occidentaux s'expriment énormément. Ils s'expriment énormément et de leur point de vue, de trop, ce qui amène à faire classer les Occidentaux dans la catégorie de l'animalité. Parce que dans le processus de développement spirituel, il faut quitter cette animalité pour pouvoir jouir et développer toutes les facultés qui n'existent que chez l'homme et qui ne peuvent et qui sont essentielles pour pour parvenir à la libération, c'est-à-dire le but suprême de la démarche bouddhique. Sous la forme animale, l'individu n'a pas toutes les qualifications, n'a pas toutes les fonctions qui pourraient lui permettre de se libérer. Donc il peut continuer à sa vie animale la meilleure façon possible. Et certains animaux sont très proches de l'homme, peuvent ressentir des tas de choses, mais en tant qu'incarnation animale, il ne peut pas faire de progrès. Donc il peut... On fera affaire en Thaïlande parce qu'on vient de la même université ou qu'on a des points communs, des amis communs, beaucoup plus que véritablement des projets ou des produits qui ont aucune valeur intrinsèque. Ils ont des valeurs culturelles bien affirmées. Donc ça veut dire que celui qui veut travailler dans un pays comme ça, il a quand même tout intérêt à essayer de les comprendre. Parce que s'il ne fait pas l'effort de les comprendre, ben il va passer à côté. Et donc il va vivre des situations qu'il va trouver aberrantes, parce qu'en fait il n'a pas le décodage. Et si on a le décodage, on en apprécie tout le bénéfice. Il y a une chose qui est très déroutant pour nous, c'est cette extrême politesse qu'il manifeste à travers ses rapports professionnels. Je donne un exemple que j'ai vécu. Pour ne pas me décevoir par rapport, je dirais, à l'assiduité que je manifestais dans une des sociétés que je visitais, on m'a fait travailler pendant 6 mois sur un projet en fait qui n'a jamais existé. Il faut s'être heurté un nombre considérable de fois au problème de la signification du oui pour avoir compris qu'il faut a priori se méfier. Et il ne faut pas hésiter à reprendre plusieurs fois les choses pour être sûr que le message soit passé et qu'on soit bien sur la même longueur d'onde. On a toujours du mal à décoder des années après, quelquefois, à interpréter en fait les réponses que l'on peut vous faire. Sachant que de toute façon, les Thaïs qu'ils vous disent oui ou yes sure ou un peu plus n'en feront jamais qu'à leur tête par derrière. Donc, comme l'anglais n'est pas la langue maternelle ou la langue officielle, ni pour nous ni pour vous, il y aura le maximum de chances que ce soit les malentendus. On a peur d'être méprisé, donc on n'ose pas dire que oui, on ne comprend pas, il faut réexpliquer. On a peur d'être viré aussi. Donc c'est à vous de donner un coup de main, de répéter ou de demander si ils comprennent vraiment. Puis pour communiquer en thaïlandais, c'est pas évident non plus. Parce que pour parler thaïlandais, il faut exprimer à la façon thaïlandaise. Parce que c'est vrai que chaque mot a le sens culturel derrière. Donc il faut, au minimum, il faut connaître la base culturelle pour pouvoir bien exprimer en thaï. En Thaïlande, on a une hiérarchie très complexe en fonction de
catégorie sociale et catégorie de l'âge. Donc, pour traiter les gens, il faut savoir quel niveau ils sont dans l'échelle sociale et comment vous devez lui donner le respect. Le conseil, c'est de demander aux Thaïlandais qui savent. Par exemple, on a les vocabulaires, les pronoms pour les moines, pour le roi, pour les patrons et pour les employés. Tout ça, c'est différent. Les Thaïs, devant un Français qui essaye de parler thaï, vous voyez le large sourire de la personne qui écoute, qui apprécie énormément. Il y a plusieurs niveaux de salut en Thaïlande. Pour les gens du même niveau, on se salue par faire le vai, c'est-à-dire on réunit les deux mains au niveau de la poitrine, comme ça, en disant Sawadee. Pour les gens du niveau supérieur, on met les pouces, il faut que les pouces touchent le nez et les index entre les deux sourcils. Pour saluer les moines, il faut que les pouces touchent entre les sourcils et les index touchent le haut du front. Il faut éviter le pire, c'est-à-dire certains gestes qui sont considérés comme méprisants, toucher la tête de quelqu'un, diriger ses pieds vers lui. Ça, ce sont des gestes qui équivalent à une insulte silencieuse. Ne jamais s'énerver, ça ne se fait pas là-bas. Ça s'appelle cool heart. Il faut garder vraiment le contrôle de soi. Plus vous criez, plus l'huître va se refermer. C'est-à-dire que là, vous n'obtiendrez plus rien. Ce sera terminé. Mais on ne vous le dira pas. À la limite, on tournera les talons et vous ne reverrez jamais la personne en question. D'abord, il ne faut pas dire mal aux gens, même si ils ont des côtés négatifs ou ils ont des défauts. On n'en parle pas. C'est très méchant parce qu'en Thaïlande, on apprend toujours de mettre le cœur, de mettre notre cœur à la place celui des autres pour comprendre ce qu'ils ont dans leur tête. Il faut accepter l'esprit critique chez les Français. Il faut aussi que les Thaïlandais soient ouverts. On ne fait pas perdre la face à un Thaï dans la mesure où l'amour-propre, saksi, est un sentiment extrêmement fort là-bas. Aussi bien, on nous réservera la place d'honneur parce qu'il est toujours très valorisant pour un Thaï d'être l'ami d'un étranger. Ça ne fait qu'augmenter sa face par rapport à ses proches. Perdre la face, c'est la même signification qu'en français. C'est-à-dire que perdre l'honneur, parce qu'en Thaïlande, c'est la forme qui est plus importante que le fond. S'il y a perte de face avec eux, même si pour nous c'est bénin, pour eux c'est très grave, quoi. Donc il ne faut pas faire de grosses bêtises. Donc ça, c'est un peu, ça limite un peu notre action, c'est-à-dire qu'il faut quand même être assez vigilant dans la façon de se comporter. Il faut savoir maintenir cette distance et ça va très loin. C'est une distance verbale, mais c'est aussi une distance physique. On ne tape jamais sur l'épaule de quelqu'un, ils sont déjà suffisamment perturbés quand vous distribuez des poignées de main à tour de bras, parce que là-bas on se touche peu. Il est ridicule de se mettre à courir aussi. Ça procède, ça les fait tous rire. On n'est pas pressé à ce point-là. Le temps, on le prend, surtout s'il est bon. Ça s'appelle Sanouk là. Mais cette notion de temps, je dirais, c'est mon deuxième conseil, s'organiser en conséquence. Là-bas, quand on vous fait attendre 10 minutes, ça peut durer 1h30. Les Occidentaux, en général, ont l'impression, consciente ou non, qu'ils apportent le modèle.
Ils sont imprégnés de prosélytisme aussi, religieusement parlant. De ce fait, ils viennent non pas pour apprendre, mais pour enseigner. Et c'est peut-être des attitudes un peu à corriger avant d'y aller. Et je crois que c'est à la portée d'un grand nombre, malgré tout, mais pas de tous. Il y a des gens qui ne sont pas du tout sensibles à la perspective de se remettre en question. Et ces gens-là feront une très mauvaise carrière là-bas. La Thaïlande m'a appris l'abnégation. Il faut savoir qu'on se met à la disposition des Thaïs. Je pense que ça, c'est une des règles pour être accepté par eux. C'est que nous n'arrivons pas avec des idées toutes faites, avec notre façon de faire, de penser et de travailler. Par contre, on essaie de s'adapter à leur façon à eux de procéder. Je crois que quelqu'un de très rigide, qui a l'habitude de travailler de façon efficace, avec des règles bien établies, aura énormément de mal précisément à s'adapter en Thaïlande. Il y a des images historiques, il y a des préjugés relevant de diverses périodes, notamment coloniales ou néocoloniales, qui sont une sorte de poison pour les relations entre civilisations, et que les autochtones peuvent subir de façon silencieuse. C'est-à-dire que les Occidentaux auront l'impression de pouvoir s'exprimer clairement, selon leur goût, sans se rendre compte qu'en face d'eux, il y a des gens qui comprennent. Mon premier conseil, c'est d'aimer les Thaïs, de les aimer, c'est-à-dire vraiment de les aimer, parce que si vous les aimez, bien sûr ils le ressentent, et pour eux c'est très important, c'est plus important que pour nous, parce qu'ils accordent beaucoup plus d'importance à cette valeur-là que nous on en apporte dans notre type de société. Les choses se passent bien. C'est-à-dire qu'à la limite, même si vous faites des erreurs ou si vous êtes en difficulté, enfin, si vous avez des problèmes, si vous les aimez, et s'ils sentent que vous les aimez, ils vont vous aider. Pour les aimer, il faut être ouvert à eux et il faut essayer de les comprendre. C'est un minimum d'écoute. Évidemment, quand on travaille, quand on va là-bas pour une tâche bien précise, on n'a pas le temps. Donc il faut aller assez vite. Et je crois que quelqu'un de beaucoup plus sensible aux relations humaines passera beaucoup mieux, sera beaucoup plus facilement accepté. Oui, pour ces hommes libres, c'est le produit final qui compte. Ce n'est pas le processus du travail. C'est à vous de trouver la façon pour qu'ils acceptent de perdre un peu de la liberté pour arriver au bout. Il faut savoir manager en étant gentil. Parce que si on est gentil avec eux, sur le long terme, c'est payant. C'est toujours payant.